Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute TAC et aujourd'hui, je te parlerai pas de leurs excellents produits, je te parlerai pas non plus de tout le volet environnemental avec leurs initiatives pour protéger la nature. Non, je vais te parler des meilleurs athlètes au monde qui ont récemment rejoint l'équipe de NAC, pour toutes les raisons que je viens de te mentionner. D'abord, Elisa Morin, la franco-québécoise qui a tout fracassé l'an dernier avec notamment des top 10 sur l'OCC et sur les championnats du monde qui vient d'annoncer qu'elle rejoignait NAC. Ensuite, Pau Capel, le coureur espagnol qui a remporté l'UTMB en 2019 et finalement la triple championne de l'UTMB, triple championne de la Hard Rock, double championne de la Western State, ben oui, la reine incontestée du trail, Courtney Dauwalter. L'Américaine a choisi NAC, une entreprise québécoise, pour l'accompagner dans sa nutrition. Si tu veux faire comme Courtney puis commander les meilleurs produits de nutrition au monde, ben ça se passe au NAC.com avec le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 266e épisode de Pas sorti du bois, le 24e de la série En route vers Western States / sur la route avec Marianne Hogan. Marianne, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Salut, ça va? Ben oui, ça va et toi? Ben oui, écoute, la vie est belle. La vie est belle, présentement à Argentière, que tu me disais? Ouais, je suis à Argentière et je regarde dehors, là, puis on a eu une belle bambée de neige aujourd'hui. Et là, pour la première heure de la journée, le soleil commence à sortir, donc c'est très beau. Puis le rendu là, c'est qu'il est 17h chez vous, fait que ça a été une journée plus ennuagée, puis là, ça sort. Exactement. Bon, ben c'est cool, ça. Content de te parler. C'est notre première fois en 2026. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quelque part comme fin octobre, début novembre, quelques semaines après la Diagonale des Fous. Il s'en est passé des choses depuis. Temps des fêtes, début d'année, premier camp d'entraînement Salomon. Je pense qu'on a beaucoup à rattraper. Mais avant, est-ce que t'as un cocktail, est-ce que t'as un drink avec toi? Écoute, moi, je suis safe en ce moment. Je bois un cocktail de vitamine C. Ah, c'est excellent, ça! Ouais. Vitamine C. Ben, Voilà de mon mon cocktail. C'est parfait. Moi, je sais pas si c'est de la vitamine C, mais c'est du café. Fait que je sais pas s'il y a des vitamines C là-dedans, mais j'ai un café de mes amis de Café Charlevoix. Puis ça me permet de profiter de l'occasion pour rappeler que ils viennent de faire une nouvelle batch du café pas sorti du bois. Fait que si vous l'aviez aimé la première fois ou si vous aviez pas goûté la première fois, ben il y en a. Puis là, ça va être la dernière édition de ce packaging-là parce qu'ils ont tous changé leur image de marque. Fait qu'on va refaire un nouveau packaging pour le café pas sorti du bois. Fait que allez essayer ça. Je suis pas sûr qu'ils livrent à Argentière par contre, Marianne. Fait que je vais t'en garder un sac pour la prochaine fois qu'on se croisera pour vrai, où que ce soit dans le sous-sol chez Thomas Duhamel ou au Mont-Blanc. Exactement. Fait que, ouais, comment ça va? Comment va la vie? On s'est parlé la dernière fois, comme je le disais, c'était après la Diagonale des Fous, une course qui avait été difficile à la fin avec cet abandon-là, cette blessure-là. Puis au moment où on s'était parlé, tu étais à Vancouver chez ta sœur, puis tu récupérais tranquillement de l'île de la Réunion. Ouais, je suis allée à Vancouver. J'ai passé un très beau mois avec ma sœur et mes petits-neveux qui brassent beaucoup d'air et qui ont beaucoup d'énergie. Donc, j'ai Ils ont une quel belle âge? appréciation. Écoute, là, je suis pas bonne là-dedans, là, mais ils doivent être rendus à 4 et 3. OK. Ouais, Il y 3 a et 3. de l'action. Il y a de l'action. Et
Et je suis vraiment impressionnée par tous ceux qui sont capables de tout jongler, là, les enfants, le travail, l'ultra trail. Franchement, j'ai vraiment une belle fascination pour ça. Donc, ça a été un beau mois. Par contre, Vancouver, c'est sûr que c'est toujours le fun pour moi d'y retourner puis de passer du bon temps avec ma famille. Par contre, j'ai eu un mois qui était, en fait, à la fin de la saison passée, avec le fait que j'ai eu beaucoup de difficultés avec toutes les douleurs que j'ai eues dans mon dos, qui sont dues vraiment à une protrusion discale. On a fait un gros emphase sur la musculation et on est allé un peu fort et ça s'est réenflammé malheureusement. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour essayer de libérer un peu la douleur, c'est sûr qu'il faut que je fasse beaucoup de travail là, en musculation pour venir libérer tout ça. Mais la ligne est fine entre le travail que tu fais pour renforcer et le travail que tu fais pour qui pourrait potentiellement nuire. Donc, en fait, dans ce cas-ci, on est allé un peu trop fort et puis ma douleur s'est beaucoup enflammée. Donc, le mois de décembre a été un peu compliqué pour moi à niveau course à pied, juste parce que mon air était super inflammé. Mais début janvier, ça s'est replacé. Et puis là, on est replacé. On a une approche un peu plus sécuritaire, si tu veux, là, au niveau de la musculation. On sait un peu qu'est-ce qui peut déclencher les douleurs. Et puis, on s'y loin de ces exercices-là pour le moment. Et finalement, en janvier, fut mon retour en France. Ça fait du bien d'être de retour ici. En fait, je suis revenue principalement parce qu'on avait un rassemblement Salomon. En début d'année. Donc, un rassemblement qui est pas vraiment un camp d'entraînement, c'est plutôt un moment pour rencontrer tous les spécialistes dans l'équipe, puis vraiment planifier l'année là, en entier. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu as convaincu Courtney de rejoindre l'équipe NAC? C'est à ce moment-là, effectivement. À ce moment-là que tu as dit là, goûte à ça. Mais non, mais je fais une blague, mais vous êtes dans la même équipe chez Salomon, puis ça a été une grosse prise pour NAC d'annoncer que Courtney rejoignait l'équipe. Fait que je sais pas si tu as eu un rôle là-dedans de lui faire goûter des produits, mais je trouvais ça cool de la voir justement rejoindre une équipe montréalaise, une équipe canadienne, québécoise, puis de faire ça justement dans son équipe Salomon où il y a Mathieu, il y a toi, vous êtes plusieurs déjà avec NAC, là. Oui, mais ça fait du sens un peu parce que en fait, à nos camps d'entraînement, Salomon nous ravitaille souvent avec les produits NAC. Donc, je pense que Courtney a beaucoup eu à utiliser les produits NAC. Donc, c'est pas nécessairement mon convincing qu'il a eu dans l'équipe, mais effectivement, ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe. Puis, en fait, ça fait toujours plaisir de voir l'équipe NAC grandir et de vraiment faire ça dans le milieu. Donc, c'est sûr que je suis certaine qu'ils étaient bien satisfaits de l'avoir eux aussi dans l'équipe. Ben là, ils sont vraiment rendus partout, littéralement, avec l'UTMB World Series, mais juste avec leur présence, les athlètes. C'est beau à voir de se rappeler que, justement, ça part d'ici à Montréal, au Québec, puis que ça s'est développé brique par brique, mais là, ça explose vraiment, puis c'est le fun de les voir récolter ça. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de présence terrain, beaucoup d'initiatives qui devaient être grugetantes, puis là, je pense qu'ils sont en train de récolter le positif de tout ça. Fait que c'est cool. Mais bref, je me suis écarté, c'était une parenthèse. Donc, janvier, de retour en France, qui est comme devenu ta deuxième maison. Tu continues la vie nomade, mais c'est sûr qu'avec les courses, avec Salomon, les camps d'entraînement, l'Europe, la France, c'est un peu un épicentre pour toi. T'es où présentement? Tu disais Argentière. Je connais parce que je suis passé par là cet été. Veux-tu nous décrire, pour ceux et celles qui écoutent, c'est qu'est Argentière? Puis c'est quoi tes options de course, de ski, de tout ce que tu peux faire autour? Ouais. En fait, la France, c'est un peu devenu une deuxième maison pour moi, puis je suis vraiment contente d'y revenir. C'est sûr que en fait, la France a un terrain de jeu incroyable. Tu peux autant aller jouer en montagne qu'aller sur le bord de l'eau, puis avoir des températures un peu plus chaudes en hiver. Donc, les options sont multiples. Et puis aussi pour retrouver les amis, ça m'a fait bien plaisir de revenir en France puis de retrouver les amis au rassemblement Salomon, mais aussi passer du temps de qualité. Là, je reviens de passer 2-3 semaines dans les Bauges à la maison de Camille. Donc ça a fait du bien.
Et puis là, présentement, je suis à Argentière. Donc, Argentière, c'est à peut-être 15 minutes de Chamonix. C'est un peu la dernière ville que tu vas croiser, même si tu la croises pas tout à fait là, quand tu fais une des courses de l'UTMB, sauf l'OCC qui passe directement dans Argentière. Les autres courses effleurent un peu Argentière. Mais, On le voit de haut, je pense, sur les autres courses. C'est quelque part en bas quand tu es un peu plus haut. Mais l'OCC, je sais pas si c'est chaque année. Je sais que l'année passée, avec tous les changements de parcours, on passait direct dedans. Puis c'est vraiment beau. C'est une toute petite ville. Ben, toute petite ville. C'est vraiment cute. C'est en retrait de Chamonix. T'as moins un peu la folie, je suppose, de Chamonix. Mais c'est vraiment très, très beau. Ouais, et puis ce que je voulais, en fait, ce mois-ci, c'était vraiment avoir une possibilité d'un endroit où je peux faire du ski très facilement. Donc, du ski de rando, donc un peu plus de montée. Et aussi pouvoir courir. Et avoir accès aussi à très important pour moi en ce moment, c'est une physiothérapeute. En fait, ici, ils appellent ça une kiné, donc c'est pour ça que je pars un peu le terme, mais une kiné qui, en fait, l'objectif, là, vraiment, en ce début d'année, c'est d'essayer de travailler pour réaligner mon pied pingouin, donc ma cheville qui me cause continuellement des problèmes. Donc, l'idée, c'est de voir une kiné vraiment de façon très régulière pour essayer de réaligner mon corps et d'espérer que ça pourrait aider à régler mes problèmes qui sont malheureusement plus fréquents que j'aimerais. Fait que le pied pingouin, comme tu sembles l'appeler affectueusement, ça serait le point de départ de différentes blessures que tu as eues dans les dernières années? Ben c'est certain que ma façon de courir fait en sorte que je vais toujours encaisser beaucoup plus à gauche. Et puis c'est pour ça que effectivement ça pourrait être une des raisons majeures pour lesquelles je me blesse toujours du côté gauche. Donc, on se rappelle que je me suis déchiré le psoas à gauche, je me suis déchiré l'ischio à gauche, j'ai eu une fracture de stress à gauche. Donc, j'ai vraiment et puis, en fait, c'est aussi simple que quand je vais courir, là, si ça fait longtemps que j'ai pas fait une descente ou même de façon générale, quand je vais courir, ma jambe gauche va toujours être beaucoup, beaucoup plus raquée que ma jambe droite. Et ça, c'est signe que je l'utilise pas bien du tout. Et mon pied pingouin, je l'appelle comme ça juste parce que c'est très visible aux gens qui me regardent courir. En fait, quand je me suis fait opérer de ma jambe cassée en 2018, en fait, la réhabilitation ne s'est pas très bien faite. Et puis, j'ai compensé en ouvrant le pied pour compenser pour le manque de flexibilité que ma nouvelle cheville avait en quelque sorte. Et puis là, on essaie de venir vraiment mobiliser la cheville à chaque 2 ou 3 jours pour essayer de pouvoir la ramener en position. C'est pas certain si ça va marcher parce que c'est certain que là, ça commence à dater. Là. On est en 2026, c'est arrivé en 2018. Donc, mais c'est aussi pourquoi ça requiert du travail continu. Et puis, c'est quelque chose que je vais faire là, vraiment pour les 3 prochains mois. Donc, je vais avoir la chance de travailler avec quelqu'un pour vraiment aller chercher en fait, de voir si ça pourrait potentiellement m'aider pour le futur. Puis est-ce que c'est douloureux comme processus de réapprendre à réaligner la cheville ou le pied dans le bon sens quand, comme tu dis, ça fait 8 ans que tu as repris la course puis que tu en as fait des milliers de kilomètres dans cette position-là, avec des blessures, oui, mais quand même avec un certain succès, là? Ouais, je dirais pas que c'est douloureux, je dirais juste que ça peut être inconfortable, c'est certain, là. Ma cheville est habituée d'être complètement à 45 degrés vers la droite et là, on essaie de la ramener complètement tout droit. Donc, c'est certain que ça vient avec son lot d'inconfort, mais rien de pénible, là. C'est pas une machine de torture que j'ai subie, c'est plus des étirements, en quelque sorte, évidemment, qui sont manipulés par des spécialistes. OK. Puis, est-ce qu'en ce moment, côté reprise de la course, depuis, à travers le ski, à travers tout le reste, comment ça se passe? Ben ça se passe bien. C'est sûr que j'ai l'impression d'avoir eu des mois un peu au ralenti là, avec mes douleurs qu'il y a eu au niveau de mon dos et de ma sciatique. Et puis après, quand je suis revenue en France, dans le voyagement, j'ai dû attraper j'ai attrapé la grippe A. Donc, pour ceux qui... je sympathise avec tous ceux qui ont peut-être eu l'influenza A en cette période parce que moi, ça m'a frappé très fort. Donc, pendant le rassemblement à Salomon, en fait, j'étais complètement KO dans mon lit. Et puis, là, je me suis remis tranquillement. Mais tu sais, j'ai l'impression que tout ça accumulé fait en sorte que je suis peut-être pas
je suis peut-être pas au niveau de forme que j'aimerais. Par contre, je me rappelle que c'est potentiellement une bonne nouvelle pour moi parce que plus je retarde un peu le processus, plus les chances sont que je vais être en forme en juin. Parce qu'on se rappelle que l'année passée, en fait, début juin, j'ai eu des problèmes et je pense que ma forme a droppé quand même de façon significative là, tout le mois de juin jusqu'au départ de la Western, malheureusement. Et puis, cette année, j'aimerais vraiment arriver plutôt sur une pente ascendante qu'une pente descendante. Non, mais tu l'avais expliqué autant pour la première Western en 2022-2023, je me rappelle plus, que la Western de cette année, que ça vient tôt dans la saison, mais quand on n'est pas au Québec puis qu'on peut s'entraîner rapidement puis faire du volume comme si, justement, qu'on n'est pas pogné dans la neige puis à faire plus de ski, le pic peut venir plus tôt. Puis dans les deux cas, tu disais le pic est arrivé un peu trop tôt, ce qui fait qu'après ça, on est sur une pente entre guillemets descendante qui est quand même menée à 2 podiums. C'est pas c'est pas gênant, mais je comprends que toi, dans tes sensations, dans ta préparation, tu l'as vu que c'est arrivé un peu tôt. Là, en ce moment, c'est la off-season, puis c'est une bonne chose. Est-ce que tu trouves que c'est difficile, tu sais, toi qui aimes courir, qui aimes mettre du volume, de laisser aller ce volet-là, puis de faire confiance à tes expériences passées, puis de se dire, regarde, en ce moment, c'est vraiment pas du temps de course qui est perdu. Au contraire, je m'offre une pause ou je m'offre une période un peu plus basse intensité pendant quelques temps parce que je le sais que plus tard, ça va s'en venir. C'est difficile? C'est pas difficile parce que je pense que le ski m'amène quand même une belle opportunité d'aller me défouler, si tu veux, puis de faire autre chose. Je pense que c'est bien que j'ai cette opportunité-là. Ce que je trouve particulier, par contre, c'est de voir en fin de semaine, par exemple, c'est la Black Canyon, c'est la Tarawera. Il y a beaucoup de filles avec qui je vais compétitionner en juin qui s'alignent sur la ligne de départ, même s'ils ont déjà leur ticket. Je trouve que c'est une dynamique intéressante parce qu'on n'est pas du tout dans on n'a pas du tout la même stratégie, la même trajectoire. Et puis, c'est juste d'être à l'aise avec ça, en fait. C'est d'être à l'aise que, en fait, la réalité est que si je prenais le départ de la Black Canyon ou de la Tarawera en fin de semaine, de mon point de vue, je serais pas du tout performante. Et c'est juste intéressant de voir un peu les stratégies de chacun. Et puis, le plus important, en fait, c'est de faire confiance à sa propre stratégie sans trop se comparer aux autres. Certainement, au mois de février, je pense que le commence à comparer plutôt en juin ou d'avoir l'opportunité de se comparer en juin. C'est la première fois que tu vas prendre le départ de la Western State. Oh, je pense que je m'entendais comme en double. Excuse. Je vais reprendre ma question. Ça semble être parti. Ouais, c'est la première fois que tu vas t'aligner sur la Western State sans avoir besoin de faire une course qualificative. Parce qu'en 2022, tu avais eu ça à Bandera. L'année passée à Canyon, ce qui est tout près. Pour les athlètes qui doivent se qualifier, puis on le rappelle pour les gens qui écoutent, Western State, il y a plusieurs façons d'y entrer. Il y a la loterie qui est plutôt difficile. Il y a le top 10 de l'année précédente, hommes et femmes, qui reviennent automatiquement. Et il y a des courses qualificatives comme la Black Canyon, comme d'autres, où le top 2, le top 3 vont avoir un accès direct. Mais faut les faire quand on n'a pas été pigé et qu'on n'a pas fait le top 10. Faut s'aligner sur une course. Puis ces courses-là deviennent de plus en plus compétitives. Si on regarde dans les derniers 5-6 ans, on est passé de des fields où il y a 10-12 favoris à des fields. En ce moment, Black Canyon, ça s'aligne. Il y a 30 personnes que tu te dis ces gens-là pourraient gagner facilement comparé aux autres. Fait que c'est très compétitif. Il faut piquer, il faut arriver. C'est une A-race avant la A-race. Là, ça doit être quand même satisfaisant de se dire j'ai cette date-là en fin juin avec la Western. D'ici là, je peux juste faire des choses qui sont alignées sur cet objectif-là. J'ai pas un premier objectif à piquer, récupérer et repiquer pour l'autre affaire. Là. Ouais, non, absolument. Je pense que c'est un soulagement là, d'avoir la liberté de faire ce qui me plaît ou ce qui me stimule ou ce que j'ai besoin avant la Western. Et je pense que c'est exactement ce que je suis en train de faire. En fait, c'est de profiter un peu d'autres sports, de profiter de la saison. Puis aussi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu en fait, j'ai pu facilement vivre les épreuves que j'ai eues en décembre, par exemple, avec mon dos. Je m'en fais pas trop. Vraiment, je me dis, non, en fait, j'ai plusieurs mois devant moi, puis je les prends. Puis, j'apprends aussi avec l'entraînement que je fais en ce moment. Comme je te dis, mon dos, c'est un peu... il faut jouer avec les curseurs, puis savoir un peu... où est-ce que le curseur devrait aller et tout ça. Puis, non, je pense que ça me fait vraiment du bien aussi mentalement de savoir que j'ai beaucoup plus de temps devant moi pour aller chercher le pic de forme recherché.
Tantôt, je sors de la track de la course, puis je reviens, tu disais le ski de rando. C'est drôle parce que je te partageais avant qu'on enregistre que j'ai réécouté notre premier épisode qu'on a enregistré à l'hiver 2021 pour un projet que je révélerai aux auditeurs, aux auditrices plus tard, mais je retombe dans des vieux épisodes, puis tu parlais, en fait, je te posais la question ski de rando, puis tu me corrigeais, tu dis non, moi en fait, ce que je fais, c'est du splitboard, puis tu avais expliqué aux auditeurs c'est quoi le splitboard, que ton passé de snowboarder faisait que c'était plus facile de te mettre sur le splitboard parce que ça monte comme des skis de rando, mais on peut descendre avec une aisance d'un sport que tu maîtrisais à l'époque, que tu maîtrises. Là, on entend ski de rando. Comment ça se passe sur les skis versus le split? Ben, écoute, ça se passe. C'est sûr que je suis encore beaucoup plus à l'aise sur mon split. Je l'ai ressorti, le split, pendant que j'étais au Vermont, début janvier. Et puis, bien qu'il est plus pesant en montée, c'est certain que je me sens vraiment plus à l'aise en descente sur le snowboard. Par contre, je m'améliore. Tu vois, là, je suis allée faire la semaine passée là, 2-3 jours dans le Beaufortin, donc à Arèche, où a lieu la Pierramenta. Et puis, je me sens de plus en plus à l'aise à faire des descentes qui sont un peu plus engagées, si on veut. Et puis c'est cool parce que comme ça, je suis capable de suivre mes amis qui sont bien meilleurs que moi en ski en ski de rando, mais que je pourrais jamais suivre en splitboard là, ne serait-ce que les transitions, les choses comme ça, mais aussi pour le poids de mon split. Parce que le split, c'est plus lourd nécessairement. C'est quoi la différence majeure que tu vois, toi, dans ton aisance? Tu dis la transition est plus longue sur un split? Mais la transition est plus longue, puis aussi, en fait, le split, les skis, ça a 2 corps. Dans le fond, ça a 2 côtés où tu peux bien mettre ton ski quand les skis sont glacés. Alors que le splitboard, lui, dans le fond, à chaque fois que tu vas à travers d'une piste gelée, dans une pente raide, le splitboard, c'est beaucoup plus difficile là, de faire des manœuvres, je vais dire, comme ça. Donc, en vrai, le split, ça marche vraiment bien pour ce que je faisais au Québec, par exemple, des montées en bord de piste au Mont-Tremblant ou à J-Peak ou des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que tu vas dans le backcountry ou que tu montes des choses qui sont un peu plus corsées en quelque sorte, le splitboard, c'est vraiment, vraiment pas la même game. Là. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, dans les Alpes? Non, je split pas dans les Alpes. Et en plus de tout ça, là, tu vois, Salomon, cette année, m'ont donné des petits skis encore. Donc, j'ai mes gros skis, j'ai des petits skis. Puis, les petits skis, ça monte beaucoup mieux, mais je t'avouerai qu'en descente, c'est un peu plus du sport. Mais ça m'a rassurée parce que un de mes amis m'a dit qu'avec les petits skis, en fait, il n'y a pas de règle. En descente, il faut juste descendre. T'as pas besoin d'avoir l'air. En fait, faut pas s'en faire avec de quoi on a l'air. Faut juste descendre et c'est vraiment fait pour la montée et non pour la descente. Et donc, ça me rassure un peu quand je descends des trucs que je trouve un peu engageant et que j'ai pas l'air j'ai pas du tout l'air d'une professionnelle, disons. Et quand on parle de petits skis, c'est en longueur ou c'est en largeur? Non, c'est en largeur. Excuse-moi, c'est en ça. largeur. Donc, moi, j'imaginais, c'est pas, tu te rappelles, les années 2000, la mode des... comment ils appelaient ça? Donc, c'était des snowblades, c'est ça. Hey, c'était... Ça, ils ont genre pas interdit, mais on a plus vu ça parce que le monde perdait le contrôle et rentrait dans les arbres. Mais je t'imaginais que les snowblades... Non. Mais on en parlait récemment, je pense que c'est maintenant illégal au Québec. Ah, c'est vrai? Ça que se peut. C'est interdit parce que, essayer de te rappeler la dernière fois que tu as vu quelqu'un en snowblade, je pense vraiment que c'est devenu illégal. Et on en parlait l'autre. C'était hors contrôle. Mais non, c'était dangereux. C'est vraiment la référence à la largeur du ski. Et en fait, c'est les skis que les gens vont utiliser pour faire des VK ou des mots en France, là, en Europe, en fait. Moins sur la descente, vraiment plus pour la montée. Là. Ouais, exact. Puis ceux qui écoutent, qui n'ont aucune idée c'est quoi la référence des snowblades, googlez, puis vous avez probablement moins de 30 ans et plus de 40. J'ai l'impression que ça a été une affaire qui a été in en 2005, puis en 2008, c'était rendu illégal parce que le monde se pétait la face dans les arbres parce que c'était des mini-skis. Tu sais, moi, j'ai commencé, la première fois que je me suis mis sur des skis alpins, c'était ça, parce que tous les centres de ski te louaient ça, puis c'était supposé être facile, puis moi, je patinais beaucoup, fait que c'était une extension du patin. Dès la deuxième fois, tu te mets des skis alpins dans les pieds, tu as des bâtons, tu as un contrôle qui est beaucoup plus grand.
Fait que, et il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Bref, on n'est pas obligé de faire un épisode sur le Snowblade, mais c'était drôle de se souvenir de cette affaire-là d'il y a 20 ans. Avant qu'on passe qu'on retourne au volet course, qu'on parle de ce qui s'en vient pour toi, de la préparation, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on revient de l'autre côté. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie il y a 2 semaines. La Golden Trail World Series, la plus importante et la plus compétitive des séries internationales de trail format sub-ultra, a choisi le QMT comme seul arrêt sur le continent américain. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une immense nouvelle pour le trail québécois. Cette série-là a couronné Kylian Jornet, Maud Matisse, Ruth Croft par le passé. Imaginez, parmi les autres courses de la série, il y a la Zegama Escori en Espagne et la Sierre-Zinal en Suisse, les 2 courses de montagne les plus connues au monde. Puis le Québec Mega Trail, avec une nouvelle épreuve de 30 km et 1450 mètres de dénivelé positif, a fait partie de ce calendrier-là. Il y a de quoi être fier, autant pour l'équipe du QMT que pour la communauté québécoise de trail. Puis si ça te tente de prendre le départ aux côtés des meilleurs athlètes de montagne au monde, c'est possible. Tu as jusqu'au 1er mars pour t'inscrire au tirage au sort, puis quelques jours plus tard, ça va être 100 chanceuses et chanceux qui vont être pigés. Le Québec Mega Trail, c'est du 2 au 5 juillet prochain. Inscription au ultratrailcanada.com. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau partenaire du podcast, Campus Coach, qui offre des programmes d'entraînement pour la course à pied et le trail. C'est un outil qui a ses racines ici au Québec, qui est maintenant partout dans le monde et qui accompagne des centaines de milliers de coureurs et de coureuses de tous les niveaux. L'idée derrière Campus, c'est de rendre l'entraînement de course plus accessible et plus personnalisé. Ils ont bâti une grande communauté de coureurs autour d'une application où les programmes s'adaptent à la forme, au niveau puis aux objectifs. Ils offrent même la possibilité de synchroniser tout ça avec votre montre ou votre Strava, suivre votre progression et même discuter avec d'autres coureurs. Mais attention, c'est que c'est pas juste une app qui te donne des entraînements génériques. Oh non! C'est une méthode pensée pour que tu progresses avec plaisir puis que tu réduises ton risque de blessure. Vous allez m'entendre nous en parler dans les prochains épisodes, mais en attendant, visitez le campus.coach et si vous décidez de faire le saut, utilisez le code promo pas sorti du bois pour obtenir votre premier mois gratuit, PASSORTIDUBOIS. Inscrivez-vous sur leur site web campus.coach puis ensuite téléchargez l'application. On est de retour avec Marianne Hogan, on parlera plus de Snowblade et de Splitboard, qui est un sujet beaucoup plus pertinent que le Snowblade, mais en ce moment, période encore, disons, saison morte ou saison de ski. Entre maintenant puis juin, comment tu prépares ça? Je m'adresse autant à la coach qui accompagne les athlètes que à la coureuse qui a, je le disais tantôt, une date avec les Canyons de la Western en juin. Oui, l'objectif vraiment en mois de février, c'est d'augmenter mon volume complet d'entraînement tout en gardant mon volume de course assez bas pour essayer de vraiment un peu pouvoir réaugmenter au mois de mars plutôt. Donc, ce qui me laisserait mars, avril, mai, juin, donc 4 mois quand même qui me semble bien suffisant. Au mois de février, je fais encore beaucoup de ski. Par contre, je vais te dire que en ce moment, je travaille un peu. Je vais pas dire de la vitesse parce que c'est pas nécessairement de la vitesse, mais c'est de la course un peu plus rapide. Là, donc, le volume que je fais à la course inclut quand même un petit peu des séances. Peut inclure des séances sur le tapis ou sur une piste, tout dépendamment de comment est la température à l'extérieur. Donc, ça, c'est bien. En fait, c'est depuis le mois de décembre que je travaille un peu plus de vitesse pour essayer d'être plus à l'aise là, dans les allures ultra ou les allures que je pourrais retrouver là, sur la Western States. Donc, c'est le focus, en fait, jusqu'au mois de mars. Et puis, au mois de mars, c'est comme je te dis, c'est là que je vais transférer un peu plus à la course à pied et démarrer un peu le focus pour l'entraînement spécifique à la Western. La raison aussi pour laquelle j'ai décidé de rester en France, c'est qu'on a notre camp d'entraînement première semaine d'avril. Donc, je vais aller faire ça. Et puis, par après, je vais probablement rester en Europe, encore une fois, jusqu'à la fin du mois d'avril pour éventuellement aller aux États-Unis en préparation de la Western States. Et cette année, en fait, j'ai décidé d'aller faire ma préparation en Flagstaff. Je pense que c'est le lieu de prédilection. En fait, c'est super parce que tu as l'altitude et la chaleur. Je pense que ça va faire différent aussi des dernières années pour ma préparation western. J'ai jamais passé trop de temps à Flagstaff, donc j'ai quand même très hâte.
d'aller passer du temps dans le Grand Canyon, à Sedona, dans le lieu mythique qu'est Flagstaff, évidemment. Donc, je vais aller passer tout le mois de mai et tout le mois de juin, en fait, parce que la Western, c'est vraiment à la toute fin de juin. Donc, je vais rester jusqu'à la fin à Flagstaff en préparation de la Western. Et donc, là, c'est certain que les mois de mai, juin, ça va être un gros focus sur la préparation spécifique Western. Ouais, puis Flagstaff, j'ai l'impression qu'il y a tout pour se préparer pour la Western. Tu sais, tu le dis, il y a la chaleur, c'est ça, dans le Grand Canyon, mais quand tu es à Flagstaff, je veux dire, c'est beaucoup du sentier roulant. Tu as accès à beaucoup de montagnes, parce que Western, on pense toujours à la chaleur, les canyons, la vitesse, mais ça reste qu'il y a 5000 quelques mètres de dénivelé, faut positif, et 7000 de négatif. Fait qu'il faut les faire. Mais Flagstaff, c'est des sentiers, je pense, qui sont plus roulants. Là, j'ai pas fait tous les sentiers, mais quand j'étais là-bas, j'ai eu la chance d'en faire. Puis, je veux dire, tu comprends pourquoi Jim Wamsley et toute cette gang-là sont restés là aussi pour se préparer pour la Western. C'est vraiment une belle façon de s'entraîner pour ça. Puis, c'est une ville qui est vraiment cool. Là. Je veux dire, c'est pas une grosse ville. Il y a des microbrasseries, des pizzerias. C'est très... ça semble très, très, très plein air, très outdoor. Beaucoup d'athlètes marathon aussi, de triathlon qui s'entraînent là. Fait que c'est bien belle place. C'est trippant, ça. Ouais, j'ai hâte. Ça va faire différent. Puis c'est ce que je voulais aussi chercher un peu de quelque chose de stimulant là, pour en fait avoir une version différente là, de mon année 2025. Et donc voilà, c'est un peu le plan jusqu'à présent, jusqu'à la fin de la Western. Est-ce que c'est l'objectif de faire des courses préparatoires pour se mettre en mode dossard, ligne de départ, ligne d'arrivée vers la Western? C'était l'objectif. Là, je sais plus trop parce que en fait, il y a en fait, c'est qu'après notre camp d'entraînement en avril, en fait, Thibaut et Camille vont aller faire Madère, la course Mute. Ouais. J'aimerais bien les accompagner pour pouvoir aller m'entraîner puis aller les voir puis passer du temps de qualité avec eux avant d'aller aux États-Unis. Par contre, c'est sûr que Madère, c'est pas vraiment une belle préparation de course là, pour la Western. Donc, je pense que ce serait pas une option pour moi là, de faire une course. Et après, quand tu regardes, en fait, au mois de mai, il n'y a plus beaucoup de courses. Surtout que là, je planifie aller à Flagstaff et rester dans ce coin-là. J'ai regardé pour une course, mais pour le moment, il n'y en a pas vraiment qui rentrent en ligne de compte. On va peut-être regarder pour une course au mois de mars, mais ça va dépendre vraiment de comment mon corps se sent, puis ma tête aussi, évidemment. Là, je pense que faut voir si l'envie est là. Moi, personnellement, j'ai vraiment aucun problème à prendre la ligne de départ sans faire de course avant. En fait, on met beaucoup d'accent sur les courses préparatoires, mais moi, je t'avouerai que les courses, ça me gruge quand même beaucoup d'énergie mentalement. Et ça pourrait être une belle option aussi pour moi d'arriver mentalement complètement fraîche sur la ligne de départ de la Western. Donc, j'évalue les possibilités. Il n'y a rien qui est complètement décidé encore. Ouais. Mais ça brûle les cartouches nécessairement physiques et mentales. Puis des fois, si ça devient plus compétitif, si je sais pas moi, ça kick pendant la course, puis là, OK, on est proche d'une autre, on essaie de la rattraper. Tu sais, veux pas, c'est des choses qui en entraînement, tu vas te pousser, mais tu vas peut-être plus t'écouter. On a tout ce côté-là. Je pense qu'on est là, c'est un événement, pourquoi pas tout donner, mais en ce moment, ça vaut-tu vraiment la peine quand tu te dis, ben, j'ai cet objectif A qui s'en vient, puis, tu sais, comme tu dis, côté mental aussi, là, je suppose que l'aspect compétitif, mais juste la pression qu'on peut se mettre, le fait qu'il y a un processus, une course, c'est pas juste comme une sortie du samedi, une sortie longue, il y a plein d'autres affaires autour, fait que ça peut permettre d'arriver encore plus fresh à Western, pourquoi pas? Moi, je dirais même, en fait, la pression, tout ça, ça va. Pour moi, quand je parle de mental, c'est vraiment... moi, quand je fais une course, j'ai vraiment l'impression que je creuse profondément et il faut que... Tu sais, si on peut l'imaginer comme quoi, quand je suis sur le départ d'une course, il faut que ma boquette soit de motivation et de prête à tout donner, soit pleine à craquer. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression que faire une course vient quand même diminuer un peu cet effet de plénitude là, pour le couteau entre les dents, si on veut. Donc, en fait, c'est sûr que je suis capable d'en faire puis de le remplir d'ici le mois de juin, mais mon point, c'est que je vois pas nécessairement le besoin. Ça se peut que je le fasse, mais j'ai pas encore décidé. Là. Mais le plus important pour moi, ça va vraiment être de m'assurer que effectivement ma boquette est pleine puis je suis prête à y aller, quoi. C'est intéressant, l'analogie du bucket. Ça va être plein à craquer pour la fin juin.
Ouais, exact. Est-ce C'est ça l'idée. que tu es encore accompagné d'un coach cette année? Toujours Simon? Ouais, je suis encore avec Simon. Et d'ailleurs, c'est avec lui que je suis allée faire du ski il y a quelques jours, là, puis ils m'ont, avec lui puis Camille, là, ils m'ont bien mis la misère en montée. Ah ouais? Ouais. Mais oui, je suis encore avec Simon. Ah ouais, c'est très cool ça. Là, on approche la Black Canyon. Au moment où l'épisode va être diffusé, on va être quelques jours après. Mais là, comme tu y participes pas, j'ai envie de te poser la question, qui qu'on surveille en fin de semaine? Est-ce que tu as regardé un peu les fields qui va être là? Sur qui tu mets ton petit 2$? Hein? Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir, je ne sais pas si tu as vu, mais Molly Seidel elle fait le Black Canyon 100 kilos. Ouais. Donc, j'ai très hâte de voir comment elle va se débrouiller sur un ultra. C'est son premier 100K, c'est ça, hein? Son premier 100K, ouais. L'année passée, c'est le 50 de août déjà qu'elle a gagné, qui a tout explosé. Elle l'a fait en janvier de cette année. C'est janvier cette année? Ouais. Elle a fait la Bandera, 50 kilos, mais j'ai hâte j'ai vraiment hâte de voir, en fait, ce qu'elle va faire. Anne Flower, en fait, qui a très bien fait à Leadville et qui a battu le record du 50 miles. Je pense qu'elle recherche aussi un golden ticket assez activement. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va faire. Puis je pense que c'est En fait, je trouve ça cool, son histoire. C'est une médecin en urgence et elle court un peu sur le côté, mais en fait, un peu beaucoup sur le côté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas nécessairement sa priorité. Puis elle a vraiment, vraiment eu une super belle année en 2025. Donc, j'ai hâte de la voir. Et puis, c'est certain que Tara Dower, moi, je l'élimine jamais là, quand elle est en forme au début. Et puis, Abby Hall. Mais la liste est extrêmement longue là, pour le Black. C'est fou, là. Donc, j'en ai nommé beaucoup, mais il y en a encore plus. Donc, c'est sûr que ça va être très intéressant. Ah, ça va être trippant à voir. C'est toujours la première grosse course en termes de... Tu sais, il y en a d'autres avant qui sont compétitives, mais là, il y a un niveau de compétition qui est super élevé, puis il y a une couverture qui est vraiment le fun. C'est ça qui lance la saison, lance l'année, j'ai l'impression. Des week-ends, des samedis passés à regarder toujours un peu de loin la télé parce qu'il y a un feed live d'une course, puis là tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis tu essaies de faire du ménage à travers, mais là tu regardes ça du coin de l'œil, puis c'est des beaux moments. Moi j'adore ça, ces couvertures-là, parce que c'est un sport qui est tellement long que t'as pas besoin d'être scotché devant tout le long, mais toute la journée t'as un peu un regard là-dessus, tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont sur place, ils sont une trentaine, je voyais, j'essayais de toutes les nommer pour mon café du vendredi, j'étais comme je vais passer 3 minutes à juste nommer des noms, mais je pense que c'est 34 ou 35 Québécois entre le 50K, le 100K. Fait que c'est vraiment trippant. Elliot Cardin, toujours là, toujours très menaçant, je pense, sur cette distance-là, sur ce terrain-là. J'ai hâte de voir aussi Rémi Leroux, Mélodie Gilbert sur le 50. Fait que, en tout cas, on en parle là, puis les gens vont écouter en disant, ben là, c'est de la old news, on sait déjà qu'est-ce qui s'est passé, mais nous, au moment où on enregistre, on le sait pas encore, puis ça va être bien excitant à suivre. Ouais. Ouais, ça va être super intéressant, en fait, cette course-là, puis aussi la Tarawera en même temps. Là. Ouais. Où il y a Ruth qui fait la course et elle n'a pas encore dit si elle voulait le Golden Ticket ou pas. Donc, ça va être intéressant aussi pour la Western. Et puis, et donc voilà, je pense qu'effectivement, en fin de semaine, on va être, au lieu d'être fixé sur les Jeux olympiques, moi, je vais plutôt être fixé sur la Black Canyon et la Tarawera. Et ouais, j'ai bien hâte de voir aussi comment nos Québécois vont faire à la Black Canyon. Parce que je leur relève mon chapeau pour la préparation aussi. Là, j'ai vu Elliot, beaucoup des courses qu'Elliot fait là, à -20 et le pace qui est capable de tenir. Moi, je trouve ça super impressionnant parce que moi, je te jure que quand je reviens au Québec et que je vais courir dehors, je cours pas nécessairement à cette vitesse-là. Donc là, je l'utilise en exemple. Je sais que vous êtes plusieurs à le faire, mais ouais, effectivement, je voulais dire que c'était super impressionnant. Oui, puis après ça, c'est à se questionner si c'est un avantage ou un inconvénient parce que, tu sais, Black Canyon, il y a des années que c'est très, très chaud, mais ça reste que c'est février en Arizona. Si tu pars un 34, tu peux avoir un 12 aussi. Il y a des années que c'était super froid à Black Canyon. Puis là, quand tu vois les longues sorties, puis on peut prendre Elliot comme exemple, c'est les longues sorties qu'il a faites, les paces qu'il maintient, quand on le sait que sur un chemin de terre en Estrie, il y a probablement un petit fond, tu sais, moi j'appelle ça du sentier patate pilée, là, tu sais, quand t'as pas le pied complètement stable, ce qui est une façon de peu émuler le désert. Veux pas, t'as jamais le pied stable non plus sur ce genre de terrain-là, de maintenir ces paces-là qu'il réussit à faire pendant des sorties de 3, 4, 5 heures à -20.
c'est un avantage, c'est un inconvénient. Il n'est pas dans un climat qui est identique à la course, mais on le sait tous, là, quand le printemps arrive, les premières températures chaudes arrivent, t'es comme, my God, mon pace, je vole sur l'asphalte, mais c'est parce que ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que t'es dans le gros fret, fait que ça va être intéressant. Puis Elliott, c'est pas sa première fois qu'il build up vers Black Canyon dans le froid québécois, puis ça se passe assez souvent très bien pour lui là-bas, là. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est pas nécessairement le froid. Oui, le froid, effectivement, c'est impressionnant, mais pour moi, c'est plutôt... en fait, je sais pas comment il fait pour maintenir une vitesse rapide avec le grip de la neige, la glace. Ouais. Ça me ralentit beaucoup. Donc ouais, j'ai hâte. Je lui souhaite à lui et à tous les autres Québécois qui font la course de faire une belle course parce que c'est certain que c'est des préparations qui viennent travailler le grit et le mental. Ça, il n'y a aucun doute. Oui, puis moi, je relève mon chapeau aussi pour le côté hydratation, nutrition parce que moi, je suis dans des gros build-up en ce moment. Tu sais, je suis dans des grosses semaines d'entraînement. Puis, ces temps-ci, il fait tout le temps, aux heures que je vais courir, là, très tôt le matin, très tard le soir, c'est toujours du moins 20, moins 25, moins 30, des sorties de 3-4 heures. Faut que tu inclues des passages au dépanneur parce que toutes les marques, moi je parle tout le temps des flasques Salomon qui sont maintenant à moins 25, tout gèle dedans pareil, puis les gels NAC ils gèlent pas, mais je te confirme que la purée que j'adore, poire banane, l'autre fois c'était un bloc de glace à la fin, puis je voulais la prendre 1 heure après ma course, fait que ça devient un défi aussi parce qu'une longue sortie, il faut qu'il y ait du fuel, puis quand on parle là, des athlètes du calibre d'Elliott et des autres qu'on mentionnait tantôt, il y a des stratégies nutritionnelles d'essayer d'aller chercher le plus de grammes de glucides à l'heure, il y a des préparations pour ça, puis je veux dire, réussir à aller chercher 100 grammes de glucides à l'heure dans des conditions comme ça, sérieux, c'est une bonne logistique. Là, moi, j'ai pas encore trouvé ma recette parfaite. À moins 25, à moins 10, tout se gère, mais à moins 25, moins 30, là, ça gèle en 3 minutes d'un gourde. Là. Fait que, en tout cas, une pensée pour ces gens-là parce que je trouve ça tough. Puis moi, j'essaie de piquer pour le mai. Piquer en janvier, février, c'est impressionnant. Ouais, absolument. Tantôt, tu l'as mentionné, tu as dit les Olympiques. Puis on dirait que, vu qu'il y a les Olympiques d'hiver, on dirait que ça revient comme sujet. Ben, ça n'a pas lien avec les Olympiques d'hiver, mais avec les Olympiques en général. Il y a Kylian qui a écrit un long texte il y a quelques semaines qui a fait beaucoup jaser dans la communauté trail, le trail aux Olympiques. Rapidement, je te lance le sujet sans t'avoir prévenu, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, du trail aux Olympiques? Est-ce que c'est de quoi qu'on peut voir un jour? C'est-tu pertinent? Ça ajoute-tu quelque chose à notre sport d'avoir cette visibilité-là? T'as-tu une opinion là-dessus? J'ai pas vraiment d'opinion claire. Je pense que tant qu'on peut... en fait, moi, la chose qui me décevrait le plus, ce serait de perdre l'essence du trail et de faire du trail un peu... en fait, un format qui est plus spectator-friendly et qui change complètement notre façon de fonctionner là, en termes de sport. C'est certain que j'ai pas de visibilité ou en fait, je t'avouerai que j'ai pas de... C'est pas trop un sujet auquel je me suis penchée beaucoup parce que j'ai l'impression que si les trails sont aux Olympiques, ça va plutôt être un format 20 kilos, 40 kilos, quelque chose qui est probablement pas dans mes cordes. J'ai bien peur que les Olympiques n'auront pas un 100 miles ou un 100 kilos. Donc, je t'avouerai que je voudrais pas trop me prononcer parce que je suis pas trop au courant de où est-ce qu'on en est puis quels sont les enjeux vraiment là, à ce niveau, mais c'est certain que pour moi le plus important ce serait de garder l'essence du trail et de garder quand même une épreuve qui fait du sens et qui est pas juste des tours une piste de cross-country, par exemple. Parce qu'on le voit en ce moment avec le ski alpinisme, je me suis pas trop penché, puis j'ai pas regardé aux Olympiques ça ressemble à quoi, mais je sais que sur certains podcasts qui revenaient sur le texte de Kylian, justement, les gens donnaient ça comme exemple que c'est pas les meilleurs au monde qui sont aux Olympiques parce que le format qui est proposé pour le ski alpinisme aux Olympiques, c'est un format justement fait pour le spectacle, fait pour que ce soit fait en boucle sur une piste rapide. On est loin de l'essence de ce sport-là qui est, même dans des modèles compétitifs de kilomètres vertical, de montée 1000 mètres, de la descente inclus là-dedans, dans des beaux paysages. Là, on est plus dans un contexte de performance pure. Puis, je pense que les Olympiques, il y a une volonté de un peu standardiser les temps pour que d'un Olympique à l'autre, on peut comparer des temps, ce qui est impossible en trail, on le dit tout le temps. Je veux dire, même parler de record du parcours. L'autre fois, j'entendais Jim Wamsley sur un podcast dire « Sérieux, arrêtons de parler de ça parce que ça n'a aucune valeur. Il y a des changements de parcours d'une épreuve à l'autre, d'une année à l'autre. Il y a la température qui vient impacter. Ça n'a aucune
réelle valeur de comparer 2 années consécutives en trail. Imagine comparer 2 Olympiques à 4 ans de différence dans 2 endroits différents, avec des dénivelés différents. Fait que, est-ce qu'ils vont essayer d'en faire un format plus de boucle? Est-ce qu'ils vont essayer de faire ça un peu à la kilomètre verticale, style Red Bull sur une piste de saut à ski inversé, là, ce qu'ils ont fait à un moment donné? Bref, je pense qu'on est loin d'être rendu là, mais en ce moment, on le voit que le ski alpinisme, c'est un bel exemple. Et l'escalade aussi, qui est un sport un peu comme le trail, c'est très nature, qui a des valeurs fortes, qui se pratique en milieu justement plus reculé. Puis ils ont fait quelque chose qui est un peu plus spectacle. C'était pas les meilleurs grimpeurs au monde, c'était les meilleurs grimpeurs sur un mur où il faut le faire en 30 secondes le plus vite possible. Fait que je parle de tout ça, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'alpinisme, l'escalade et le ski alpinisme qui trouvent que j'ai pas rapport. Ça se peut, je me suis pas penché sur la question, mais on a vu ces sports-là un peu perdre de leur essence pour en faire un spectacle aux Olympiques, mais en même temps, peut-être qu'ils vont arriver avec quelque chose qui est un peu plus près des valeurs du trail. J'entendais, je pense que c'est Dylan Bowman sur son podcast, il disait, à la place, on devrait juste faire un 200 miles aux Olympiques. Tu le pars le jour 1, puis tu as toujours un feed qui suit les courants, puis c'est comme, pendant que tous les sports durent 30 secondes d'effort, 4 minutes, on s'en va à la pause publicitaire, tu as juste le trail en continu qui est 200 miles, puis tu as genre les gens qui rallient 2 villes à 200 miles l'une de l'autre. Ça serait très drôle, mais je pense qu'on verra pas ça. Ouais, je serais partante cette idée. Ah, c'est clair. Écoute, Marianne, avant qu'on se laisse, j'ai le goût de te lancer sur des questions éclairs que tu n'as pas faites depuis des lustres, parce que d'habitude, c'est réservé aux gens qui sont à leur première participation au podcast, mais j'ai ressorti un concept que j'ai fait à l'UTMB avec certains athlètes NAC, puis je te le propose pour le plaisir, pour finir en beauté. Je te propose toujours 2 produits, puis tu me dis lequel tu choisis entre les 2, puis là, on va voir à la fin lequel est au top de ta liste parce qu'il aura remporté tous ces duels-là. Je me suis amusé avec Ludovic Pomeray et d'autres à le faire à l'UTMB, fait que je te lance ça pour clore la discussion, ça te tente? OK, on y va. On commence. Gaufre chocolat versus la barre Mocha Café. Gaufre. Gaufre chocolat versus drink mix à la lime. Drink mix. Drink mix lime versus gaufre caramel salé. Drink mix. Drink mix à la lime versus gel au sirop d'érable. Drink mix. OK, celle-là va être tough. Drink mix à la lime versus drink mix boost énergie, la nouvelle affaire. Drink mix à la lime. Oh, drink mix lime versus purée poire banane. Drink mix lime. Oh là là. Drink mix lime versus le gel boost énergie. Tu vois, là, ça se corse. Ah, c'est ça, hein? Le gel boost. Gel boost versus poudre vanille chai. Gel boost. Et le gel boost versus gaufre aux fruits rouges. Gel boost. Gel boost l'emporte. Fait que ça s'est joué entre le drink mix à la lime qui a quand même été là très longtemps. La lime à la cote dans tes gourdes? Ben, c'est juste que ces 2 produits-là, c'est probablement les 2 staples de toutes mes courses. Donc, j'aime mieux le drink mix ultra. Je trouve qu'il est plus facile pour moi de digérer que le mix boost. Par contre, le gel, je trouve que en fait, je trouve qu'il goûte suffisamment bon, mais suffisamment rien. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça goûte bon, mais c'est pas non plus, ça va pas te lever le cœur après 20 heures de course et ça, je trouve ça super important. Puis c'est une façon facile d'avoir des carbs. Puis c'est vrai que le gel boost, la raison aussi pourquoi il domine, c'est que ben c'est facile. Moi, j'aime ça traîner ça quand je fais un entraînement de vitesse puis je veux juste un petit boost. Le gel, c'est sûr que c'est un format qui est vraiment pratique et facile à utiliser. Ouais, puis comme tu dis, il y a un petit goût sucré, mais il goûte rien, ce qui fait que côté fatigue, on est moins là. Puis quand tu viens le casser avec du salé dans les ravitaux, par exemple, je trouve que le combo se fait bien. Là, moi, je dis pas ça parce que c'est le partenaire, c'est vraiment la vraie vérité. Moi, cette année, c'était un game changer, l'arrivée de la gamme Boost, mais pour vrai, le gel, c'est la première fois de ma vie que je suis capable de carburer longtemps là-dessus, puis d'atteindre probablement des totaux de glucides par heure. Tout le monde parle de ça ce temps-ci. J'étais dans ceux qui devaient être très bas par le passé, puis probablement que ça expliquait la souffrance de fin de course des fois où il n'y avait plus rien qui rentrait. Cette année, toutes mes courses ont été parfaitement bien côté nutrition et côté sensation parce que je maintenais ça à flot, puis c'est 100% ce gel-là qui a fait la job pour moi. Parce qu'avant, je pense que j'aimais les produits. Pendant une longue sortie de 4-5 heures le week-end, ça passait à côté facilement. Rendu à 15-20 heures, peu importe c'était quoi,
il y avait comme une fatigue, mais là, ça, je veux dire, ça passe, il se digère bien, tu le sens pas passer. Il n'y a pas un goût fort qui reste en bouche quand t'as un peu le cœur sur la flotte pour plein de raisons, mais tu peux encore continuer de prendre ça versus quelque chose qui a un goût fort, ça peut être rough, là. Ouais, je suis vraiment d'accord. Ça se prend bien, puis moi, c'est... Ouais, mais les deux, je pense que c'est difficile de choisir parce que je trouve que les deux, c'est vraiment... En fait, c'est mon plan de nutrition. Tu viens de décrire mon plan de nutrition. T'as-tu essayé? J'ai essayé ça une fois pour vraiment tester parce que quand ils sont arrivés avec le Boost, ils goûtaient rien. Tu sais, le drink mix, le Boost. T'as-tu essayé de le mixer pour booster une gourde d'une Ultra Énergie lime ou melon d'eau? Non, je me lance pas là-dedans. Pour vrai, ça fait vraiment la job. Oui, ça fait la job, mais en fait, moi, quand même, les glucides, tu vois, je suis pas rendue à... Tu vois, quand je frappe 70-80 grammes de glucides à l'heure, c'est bien suffisant pour moi, puis je veux pas aller plus haut parce que j'ai déjà assez des troubles gastriques comme le monde entier a vu et je veux pas jouer là-dedans, mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une super bonne idée. Mais en tout cas, ceux et celles qui sont intéressés par ce qu'on vient de jaser pendant 2 minutes, c'est-à-dire les glucides par heure et la nutrition, mon invité du prochain épisode devrait vous plaire. Fait qu'on revient là-dessus parce que je trouve qu'en ce moment, on met beaucoup, beaucoup d'attention sur les glucides. C'est vrai que ça a été un game changer pour plusieurs personnes, mais en ce moment, on voit un peu tout, puis encore un peu comme... fut un temps pas si loin où c'était beaucoup la pression aux longues distances. Il faut faire du long. Si tu fais du trail, c'est le 100 000 ou rien. Là, c'est comme... c'est le 150 grammes à l'heure parce qu'une personne fait ça puis fait des vidéos YouTube là-dessus. Fait que là, tout le monde est comme, si j'ai pas atteint ça, faut que je continue à pousser. Mais, je veux dire, la science prouve que quand tu es capable d'en ingérer plus de glucides à l'heure, c'est vrai que c'est bon, mais le 120 n'est pas la norme minimale pour réussir à performer ou fonctionner. T'sais, on peut avoir moins. En tout cas, j'ai abordé tout ça avec quelqu'un qui est beaucoup plus connaissant que moi là-dessus. Ben, je suis sûre que la personne va mieux l'expliquer, mais moi, je vais l'expliquer dans mes termes à moi. Ouais. En fait, moi, j'ai fait un test là, qui mesure, dans le fond, le taux de glucides par heure que je brûle selon la différente intensité que j'y mets. Et puis, vraiment, en fait, dans la zone ultra, ça servira à rien pour moi d'aller à 150 grammes de glucides à l'heure parce que je ne suis pas du tout en train de brûler 150 grammes de glucides à l'heure et donc il viendrait une surcharge et ça ferait juste une surcharge de mon estomac. Donc, je pense qu'il faut se rappeler qu'on a tous des métabolismes complètement différents, on a tous des façons de fonctionner et on met tous une intensité différente le jour de la course. Donc, c'est toutes des choses à gager. C'est sûr que plus l'intensité est élevée, plus il faut augmenter les glucides, mais plus l'intensité est basse, moins tu as besoin en fait d'aller chercher dans les surcharges glucidiques comme on les mentionne, mais donc c'est plutôt d'être intelligent par rapport à tout ça, puis pas juste de miser une plus grosse valeur parce que actuellement c'est un peu à la mode de dire que on consomme 90 grammes de glucides à l'heure, alors que 70 grammes ça peut être bien en masse et il y a quand même une différence entre 70 et 90 par rapport à ton système et les effets nocifs aussi que ça pourrait avoir pour toi. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les gens réalisent que c'est des choses qui devraient être personnalisées. Oui, exact. Puis de tester, puis de voir ce qui marche, puis pas se mettre une pression sur le chiffre, parce que ou la pression sur le chiffre ou la pression sur qui tu suis sur Instagram ou quel athlète pro t'inspire, parce que, je veux dire, c'est comme dans le choix de la chaussure. Je veux dire, c'est pas parce que ton athlète préféré a ça que c'est la bonne chaussure pour toi. Va essayer, puis teste ce qui marche pour toi, puis c'est bon pour tout, mais des fois, c'est bon de le rappeler à une heure où on aime ça avoir des formulations simples. Tu sais, ça te prend X nombre de grammes de glucides, sinon ça marche pas. Ça te prend X nombre d'heures sur tes jambes en entraînement pour y arriver, mais je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de personnes qui pratiquent le sport, puis il faut se le rappeler. Fait que c'est un très bon teaser non prévu pour le prochain épisode. Donc, en attendant, on va clore celui-là. Merci beaucoup, Marianne, de ton temps. C'est toujours très apprécié. Puis, c'est drôle, je pense que c'était en janvier, je t'ai écrit parce que j'avais demandé aux gens c'est quoi les épisodes les plus marquants, c'est quoi tu sais, moi, j'ai mes séries régulière d'épisodes standards et il y a d'autres séries à travers que je fais. Puis je voulais juste aiguiller pour voir dans l'année que je planifie, est-ce que j'essaie de miser un peu plus sur les panels parce qu'on me dit qu'on aime les panels, est-ce que je mise un peu plus sur peu importe quel type d'épisode, puis ce qui ressortait le plus fort, c'était les épisodes avec Marianne. Fait que on est obligé de répondre à la demande, puis non, mais c'est toujours sympathique de faire ce petit check-in-là aux 2-3 mois, puis je pense que les gens l'apprécient, fait que aussi bien le faire devant micro, puis de donner des clés aux gens, puis de leur rappeler que 120 grammes de glucides à l'heure, c'est pas une finalité.
Non, exact. Ben, écoute, le plaisir est toujours pour moi, Yann. Donc, merci beaucoup de me recevoir. Puis, je suis contente de savoir que les gens l'apprécient. Puis, c'est toujours un plaisir là, d'être avec toi à Pas sorti du bois. Fait qu'on continue de te suivre dans tes aventures à Argentière, puis ensuite à Flagstaff. On aura sûrement l'occasion de se reparler dans un décor plus flagstaffien. Fait que merci Marianne. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Café Charlevoix, Noctem et Mox Mocktail, les partenaires liquides. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un épisode qui, je l'ai teasé, et sera sur la nutrition. Donc c'est très bientôt sur les plateformes. Suivez ça. Donc bye tout le monde!